Veuillez prendre note que je vais partager mon temps avec le député de York South-Weston. Alors, Monsieur le Président, je profiterai de mon temps de parole aujourd'hui pour exprimer le désaccord général que j'éprouve face à cet autre projet de loi Omnibus qui est malheureusement devenu la marque de commerce des conservateurs. Mais je m'attarderai plus spécifiquement à certaines dispositions du projet de loi qui inquiètent et déçoivent particulièrement les gens de ma circonscription, soit de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. D'abord, permettez-moi de dénoncer haut et fort une bonne partie du contenu de ce projet de loi, mais aussi le processus utilisé par les conservateurs pour faire de radicaux changements législatifs à la vitesse grand V. Autant que ce projet de loi d'exécution du budget ne propose rien de concret comme projet de société en matière de création d'emplois, autant le Parlement se voit empêché de faire son travail du fait que les conservateurs présentent des projets de loi omnibus et utilisent le bâillon à outrance. Comment les Canadiens peuvent-ils s'attendre à ce qu'on effectue notre travail de façon rigoureuse et à la hauteur de leurs attentes si le gouvernement coupe continuellement court au débat que nous sommes tous censés avoir ici en cette Chambre? Pourquoi le gouvernement conservateur a-t-il imposé 60 fois le bâillon depuis le début de cette législature, et si ce n'est que pour museler les parlementaires et les citoyens, en plus d'obtenir le triste record du plus grand nombre de bâillons de l'histoire canadienne? Comment pouvons-nous regarder nos commettants dans les yeux lorsqu'ils savent qu'il est impossible d'étudier en profondeur les changements que ce gouvernement impose parce qu'il les engloutit dans des projets de loi de plus de 350 pages modifiant plus de 500 articles et des dizaines de lois? Ce projet de loi, une fois de plus, s'apprête à changer drastiquement le visage de la législation canadienne et mérite d'être attentivement étudié par les parlementaires, mais surtout en collaboration avec la société civile et les experts qui se doivent d'être consultés. Chose que ce gouvernement semble ignorer à chaque nouveau projet de loi qu'il dépose, parce qu'en plus des projets de loi omnibus, la seconde marche de commerce des conservateurs, ça va être la prise de décision à l'imposition de décisions de façon unilatérale, sans consultation avec qui que ce soit, outre peut-être le site web Kijiji, lorsque vient le temps de justifier des politiques économiques mal avisées. Ceci dit, au cours des dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps dans mon comté à prendre le pouls des citoyens et à prendre acte de ce qui les préoccupe vraiment. D'abord, ce qui les préoccupe vraiment, Monsieur le Président, c'est le fait que le gouvernement continue d'appliquer des mesures d'austérité radicales simplement parce que les conservateurs veulent atteindre l'équilibre budgétaire sur le dos des contribuables des provinces juste à temps pour les prochaines élections. On comprend donc que les citoyens le savent très bien, que les motivations derrière toutes les coupures et les mesures d'austérité sont essentiellement électoralistes et ne servent en rien l'amélioration de nos conditions de vie dans une vision à plus long terme. Les citoyens de Charlesbourg-Saint-Charles se préoccupent également d'emploi et de santé, de notre économie et sur le territoire de ma circonscription, un bon nombre de petites entreprises tentent bien que mal à se développer, faire du profit et contribuer à l'économie de notre communauté. Or, ce gouvernement ne renouvelle pas le crédit d'impôt pour la création d'emplois pour les petites entreprises proposé d'abord par le NPD en 2011. De plus, les conservateurs ne proposent toujours aucune stratégie pour aider les 1,3 million de Canadiens qui sont actuellement sans emploi. Le gouvernement peut se vanter autant qu'il le veut un champion des politiques économiques, mais les chiffres sont pourtant clairs. Au Canada, on compte 6,3 chômeurs pour chaque emploi disponible et ce chiffre passe à 10 pour chaque emploi disponible dans les provinces de l'Atlantique. Les citoyens de ma circonscription veulent de bons emplois à temps plein avec une rémunération qui leur permette des conditions de vie décentes. Pourtant, de ce que j'entends sur le terrain, ils ont de plus en plus de misère à joindre les deux bouts et ils sont souvent en recours au crédit pour boucler les fins de mois parce que les salaires stagnent, les coûts sont à la hausse et ils n'arrivent pas à se créer un coussin pour pallier aux imprévus. Le ratio dette-PIB a grimpé de presque 10 % depuis 1999. Pendant cette période, la dette sur les cartes de crédit et au chapitre des véhicules a doublé, alors que celle attribuable aux lignes de crédit a quadruplé. Sur cet aspect, le gouvernement demeure les bras croisés. Pourtant, pourquoi n'a-t-il pas adopté les mesures proposées par le NPD qui consistent à rendre la vie plus abordable et réduire la dette des ménages en appliquant des réglementations solides pour mettre fin aux pratiques abusives des banques, des prêteurs et des sociétés émettrices de cartes de crédit?
La loi d'exécution du budget met aussi malheureusement en lumière le fait que les conservateurs n'ont rien compris et ne tirent aucune leçon de l'accident tragique qui s'est produit à Lac-Mégantic l'été dernier. Des familles entières ont été brisées à jamais et une communauté a dû endurer l'une des pires catastrophes ferroviaires jamais connues au Canada. Plutôt que de renforcer les mesures de sécurité ferroviaire, le gouvernement permet maintenant de modifier et d'abroger de nombreuses réglementations de sécurité ferroviaire sans avoir à en avertir le public. Cela peut concerner les normes d'ingénierie, la formation des employés, les heures de travail, l'entretien et le rendement. Pire encore, les décisions du cabinet portant sur la modification des normes de sécurité encadrant le transport des produits dangereux seront désormais tenues secrètes. Cela peut concerner la classification des produits dangereux, la formation et la compétence des inspecteurs et les règles concernant l'importation et l'exportation de tels produits. Désormais, en vertu de ces modifications, les citoyens ne seront pas informés lorsque les conservateurs affaiblissent les mesures de sécurité et les experts ne pourront pas fournir leur avis au ministère avant que les modifications entrent en vigueur. Cette modification me laisse bien ironique. Quand je pense qu'au comité où je siège, c'est-à-dire au GO, nous étudions présentement les façons d'améliorer l'accès à des données gouvernementales pour favoriser le développement économique. À mon avis, il s'agit d'une façon bien sournoise d'appliquer une règle à deux poids, deux mesures en matière de partage des données. De ce que je comprends, le gouvernement veut plus de transparence quand cela lui fait son affaire, mais renforce le secret autour d'informations importantes qui devraient être mises à la disposition des citoyens. On parle, après tout, de leur sécurité. Toujours dans le registre des matières dangereuses, ce projet de loi modifie en profondeur la loi sur les produits dangereux afin de l'harmoniser aux lois américaines et d'appliquer seulement certaines des nouvelles normes internationales du système général d'harmonisation de qualification et d'étiquetage des produits chimiques. À mon avis, les consommateurs et les travailleurs ont droit de savoir ce qui se trouve dans les produits qu'ils utilisent quotidiennement. On peut se demander pourquoi le gouvernement refuse d'appliquer les normes internationales les plus strictes. À tous ces changements annoncés par le projet de loi C-31 et qui ne répondent en rien aux besoins des gens de Charlesbourg-Saint-Jean, je me permets de transmettre leur exaspération envers d'autres mesures mises en place par ce gouvernement, comme la déforme électorale qui affaiblit grandement notre démocratie. Les coupures insensées à Post Canada et l'inaction des conservateurs sur le dossier important comme le pont de Québec, l'environnement et l'argent des Canadiens bien nantis qui se cachent dans les paradis fiscaux. Mentionnons également les coupures de 36 milliards de dollars en santé qui affecteront grandement la qualité des services offerts aux particuliers et à nos aînés. C'est lorsque nous additionnons toutes ces bévues que les citoyens se désillusionnent sur notre rôle parlementaire et sur nos institutions. Cela provoque malheureusement le cynisme que seuls les conservateurs peuvent se targuer d'alimenter. Bref, avant de clore mon intervention, j'aimerais réitérer ce qui, aux yeux du NPD, fait du sens en matière de politique publique et du même coup, ce qui devrait se retrouver dans un budget lorsque le Canada fait face à des défis économiques, environnementaux et sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Malheureusement, nos recommandations sont restées lettres mortes au moment des consultations budgétaires. Au NPD, nous croyons qu'il faut investir dans l'innovation, le développement économique et les emplois de haute qualité pour la classe moyenne. Il faut travailler avec un secteur privé afin d'aider les entreprises canadiennes à croître, créer des emplois et accroître leur exportation. Il faut continuer à tirer parti du crédit actuel de création d'emplois destiné aux PME. Le Canada devrait également élaborer une stratégie complète pour s'attaquer au chômage et au sous-emploi structurel récurrent chez les jeunes et renforcer les secteurs où en pénurie de main-d'œuvre est prévue en collaboration avec les provinces. Sur le plan de l'énergie, le Canada gagnerait à mener une étude sur les méthodes pour accroître la production nationale en valeur ajoutée. Le gouvernement a aussi intérêt à réintroduire le projet de Éco-énergie Rénovation, maison qui a été très populaire et qui permet aux propriétaires de faire des économies tout en protégeant l'environnement. Sur le plan des travailleurs en fin de carrière, il faut ramener à l'âge de la retraite à 65 ans en donnant l'accès aux prestations de la sécurité vieillesse et aux suppléments de revenus garantis aux travailleurs qui ont travaillé d'arrache-pied toute leur vie pour accéder à la retraite décente. Est-ce que le gouvernement va, pour une fois, être à l'écoute de la population et acquiescer à ses demandes? Je me pose la question. Entre-temps, je ne peux que m'opposer farouchement à ce que le projet de loi ne propose rien pour aider les gens de Charlesbourg-Saint-Charles à prospérer et à améliorer leur sort. Merci, M. le Président.